Au matin, le mauvais temps était passé. Du bateau, on ne voyait pas un débris. Rouge et brillant, le soleil se leva de l'eau, ce fut comme si les joues du prince en étaient animées, mais ses yeux restèrent fermés. La sirène embrassa son beau front haut et repoussa ses cheveux mouillés. Elle eut l'impression qu'il ressemblait à la statue de marbre de son petit jardin. Elle l'embrassa encore en souhaitant qu'il pût vivre. Elle vit alors devant elle la terre ferme, de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche, comme si c'étaient des cygnes couchés là. Sur la côte, il y avait de splendides forêts vertes et devant, une église, ou un monastère, elle ne savait pas bien, mais c'était un bâtiment en tout cas. Dans le jardin poussaient des citronniers et des pommiers, et devant le portail s'élevaient de hauts palmiers. La mer formait là une petite anse totalement calme, mais fort profonde jusqu'à la roche couverte de fin sable blanc. C'est jusque-là qu'elle nagea avec le beau prince. Elle le déposa sur le sable et veilla surtout qu'il eût la tête en haut dans la chaleur de l'éclat du soleil. Or, les cloches sonnèrent dans le grand bâtiment blanc et un grand nombre de jeunes filles traversèrent le jardin. Alors, la petite sirène nagea plus loin jusque derrière quelques rochers élevés qui dépassaient de l'eau, se mit de l'écume de mer sur les cheveux et sur la poitrine pour que personne ne pût voir son petit visage, et examina qui venait au pauvre prince. Il ne fallut pas longtemps pour qu'une fille vînt jusque-là. Elle parut très effrayée, mais un instant seulement. Puis elle alla chercher d'autres personnes et la sirène vit le prince reprendre vie et sourire à tout le monde à la ronde. Mais à elle, il ne souriait pas. Il ne savait pas non plus, bien entendu, que c'était elle qui l'avait sauvé. Elle se sentit bien affligée et quand on le conduisit dans le grand bâtiment, elle plongea, toute triste, pour rentrer chez elle, au château de son père. Toujours, elle avait été calme et réfléchie, mais désormais, elle le fut bien plus encore. Ses sœurs lui demandèrent ce qu'elle avait vu la première fois qu'elle était allée là-haut, mais elle ne raconta rien. Bien des soirs, bien des matins, elle montait là où elle avait quitté le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin et qu'on les cueillait. Elle vit fondre la neige sur les montagnes, mais le prince, elle ne le vit pas. Aussi retournait-elle chez elle plus affligée encore. Là, sa seule consolation était de rester dans son petit jardin et d'entourer de ses bras la belle statue de marbre qui ressemblait au prince. Mais de ces fleurs, elle ne s'occupait pas, elles poussaient comme dans un fourré jusque dans les allées, enlaçant de leurs tiges et de leurs feuilles les branches des arbres si bien qu'il faisait tout sombre. Finalement, elle n'y tint plus. Elle le dit à l'une de ses sœurs et aussitôt toutes les autres l'apprirent. Mais personne d'autre qu'elle, sinon 2 ou 3 autres sirènes, qui ne le dirent qu'à leurs plus proches amis. L'une de celles-ci savait qui était le prince, elle avait vu aussi la fête sur le bateau et savait d'où il était et où se trouvait son royaume. « Viens, petite sœur !» dirent les autres princesses, et les bras autour de l'une de l'autre, et elles montèrent en une longue ligne devant l'endroit où elles savaient que se trouvait le château du prince. Celui-ci était fait d'une sorte de pierre jaune clair et brillante, avec de grands escaliers de marbre par lesquels on descendait tout droit à la mer. De magnifiques coupoles dorées s'élevaient au-dessus du toit, et entre les piliers qui faisaient tout le tour du bâtiment, il y avait de grandes statues de marbre qui paraissaient vivantes. Par les vitres claires des hautes fenêtres, on plongeait le regard dans les salles magnifiques, tendues de rideaux de soie et de tapis, et tous les murs étaient ornés de grands tableaux que c'était un pur plaisir de regarder. Au milieu de la plus grande salle jaillissait un grand jet d'eau dont les rayons montaient très haut vers la coupole de verre, à travers laquelle le soleil brillait sur l'eau et sur les superbes plantes qui poussaient dans le grand bassin. Elle savait maintenant où il habitait, et maint soir, mainte nuit, elle y vint par la mer. Elle nageait beaucoup plus près de la terre qu'aucune des autres ne l'avait osé. Elle alla même jusque dans le canal étroit vers la magnifique terrasse de marbre qui projetait une longue ombre sur l'eau. Elle restait là à regarder le jeune prince qui se croyait tout seul dans la limpidité du clair de lune. Bien des soirs, elle le vit naviguer en musique dans son splendide bateau où flottaient les drapeaux. Elle risquait un regard entre les verts roseaux, et si le vent s'en prenait à son long voile et que quelqu'un eût vu cela, on eût pensé que c'était un cygne déployant ses ailes. Mainte nuit, quand les pêcheurs étaient en mer à la lueur de leurs torches, elle les entendit dire grand bien du jeune prince. Elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie alors qu'à demi-mort il flottait sur les vagues. Et elle songeait comme sa tête avait fermement reposé sur sa poitrine
et comme elle l'avait tendrement embrassé. Il n'en savait absolument rien, il ne pouvait même pas rêver d'elle. De plus en plus, elle se mit à aimer les humains. De plus en plus, elle souhaita pouvoir monter parmi eux. Leur monde lui paraissait bien plus vaste que le sien, car ils étaient capables de voler sur la mer en bateau, de grimper sur les hautes montagnes au-dessus des nuages, et les terres qu'ils possédaient, avec leurs forêts et leurs champs, s'étendaient bien au-delà de la portée des regards. Il y avait tant de choses qu'elle aurait voulu savoir, mais ses sœurs n'avaient pas réponse à tout. Aussi, interrogea-t-elle la vieille grand-mère qui connaissait bien le monde d'en haut. C'est ainsi qu'à juste titre, elle appelait les pays d'au-dessus de la mer. « Quand les humains ne se noient pas, demanda la petite sirène, peuvent-ils vivre toujours? Ne meurent-ils pas comme nous ici-bas dans la mer ?»« Ah si, dit la vieille, ils doivent mourir, eux aussi, et leur temps de vie est même plus court que le nôtre. Nous pouvons vivre 300 ans, et lorsque nous cessons d'exister ici, nous devenons seulement écume sur l'eau. Nous n'avons même pas une tombe ici-bas parmi ceux qui nous sont chers. Nous n'avons pas une âme immortelle. Nous ne revivons jamais. Nous sommes comme le ver aux eaux, qu'on le coupe une fois, il ne peut reverdir. En revanche, les humains ont une âme qui vit toujours, qui vit après que le corps est devenu poussière. Elle monte dans l'air limpide jusqu'à toutes les étoiles brillantes. Tout comme nous émergeons de la mer et voyons les pays des hommes. Et de même, ils montent jusqu'en les lieux inconnus et délicieux que nous ne verrons jamais. « Pourquoi ne nous a-t-on pas donné une âme immortelle ?» disait la petite sirène, affligée. « Ah, je donnerais les 300 années que j'ai à vivre pour être une personne humaine un seul jour et avoir part ensuite au monde céleste. »« Oh, il ne faut pas y penser !» dit la vieille. « Nous avons une vie bien meilleure et plus heureuse que les humains là-haut. » Il va falloir que je meure et que je flotte comme une écume sur la mer sans entendre la musique des vagues, sans voir le splendide des fleurs et le rouge soleil. Je ne puis donc rien faire pour acquérir une âme éternelle ? Non, dit la vieille, à moins qu'un homme t'aime tant que tu sois plus pour lui que son père et sa mère. S'il t'était attaché de toute sa pensée et de tout son amour et qu'il fasse poser par le pasteur sa main droite dans la tienne en te promettant fidélité ici et pour toute l'éternité, son âme s'infuserait dans ton corps et tu participerais aussi au bonheur des hommes. Il te donnerait une âme tout en gardant la sienne, mais cela ne se fera jamais. Ce qui précisément est splendide ici dans la mer, ta queue de poisson, on trouve cela affreux là-haut sur la terre. On ne comprend rien là-bas. Il faut avoir 2 piliers grossiers qu'on appelle jambes pour être beau. La petite sirène soupira et regarda tristement sa queue de poisson. « Soyons satisfaites, dit la vieille. Nous sautons tant et plus pendant les 300 années que nous avons à vivre. Ce n'est tout de même pas mal ensuite. On n'est que plus satisfait de pouvoir reposer dans sa tombe. Ce soir, nous allons avoir un bal à la cour. » Il faut dire que c'était une splendeur comme on n'en voit jamais sur terre. Les murs et le plafond de la grande salle de danse étaient de verre épais mais diaphane. Plusieurs centaines de coquillages colossaux, roses vifs et verts près, étaient rangés de chaque côté, brûlant d'un feu bleu qui illuminait toute la salle et brillait à travers les murs si bien que la mer au dehors était toute illuminée. On pouvait voir les innombrables poissons, grands et petits, qui nageaient vers le mur de verre. Les écailles de certains brillaient d'un éclat pourpre, d'autres paraissaient d'argent et d'or. Au milieu de la salle coulait un vaste fleuve sur lequel dansaient les ondins et les sirènes au son délicieux de leur propre chant. Des voix aussi belles, les humains sur terre n'en ont pas. De tous, c'était la petite sirène qui chantait le mieux et on l'applaudissait et un instant, elle ressentit la joie en son cœur car elle savait qu'elle avait la plus belle voix qui fût sur terre et dans la mer. Mais elle se mit à repenser bientôt au monde au-dessus d'elle. Elle ne pouvait oublier le beau prince et le chagrin qu'elle avait de ne pas posséder, comme lui, une âme immortelle. Aussi, se glissa-t-elle hors du château de son père et tandis qu'à l'intérieur tout était champs et liesse, elle resta toute triste dans son petit jardin. Alors, elle entendit le corps sonner à travers l'eau et elle pensa « Ah, voilà sûrement qu'il vogue là-haut, lui que j'aime plus que mon père et ma mère, lui à qui s'attachent mes pensées et dans la main de qui je voudrais poser le bonheur de ma vie. Je risquerai tout pour le conquérir et avoir une âme immortelle. »
Pendant que mes sœurs dansent au château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer, elle dont j'ai eu si peur. Peut-être pourra-t-elle me conseiller et m'aider. » Donc, la petite sirène sortit de son jardin et se dirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels habitait la sorcière. Jamais encore elle n'avait pris ce chemin. Il n'y poussait pas de fleurs, pas d'herbes marines. Seul le sol de sable gris et nu s'étendait vers les remous où l'eau, comme une roue de moulin grondante, tourbillonnait, arrachant tout ce qu'elle saisissait pour l'entraîner dans les profondeurs. Il lui fallut traverser ces tourbillons fracassants pour pénétrer dans le domaine de la sorcière, et là, sur une longue distance, il n'y avait pas d'autre chemin que celui qui passait au-dessus de la vase chaude et bouillante que la sorcière appelait sa tourbière. Sa maison se trouvait derrière, au milieu d'une étrange forêt. Tous les arbres et les buissons étaient des polypes, mi-bêtes, mi-plantes. On aurait dit des serpents à 100 têtes qui poussaient du sol. Toutes les branches étaient de longs bras visqueux aux doigts comme des vers flexibles qui remuaient de la racine à l'extrémité. Tout ce dont il pouvait s'emparer dans la mer, il s'enlaçait autour et ne lâchait plus. La petite sirène fut tout effrayée en arrivant dans cette forêt. Son cœur battait d'angoisse. Pour un peu, elle aurait fait demi-tour. Mais alors, elle pensa au prince et à l'âme humaine, et elle prit courage. Elle attacha fermement ses longs cheveux flottants autour de sa tête pour que les polypes ne l'attrapent pas par là. Elle joignit les mains sur sa poitrine et s'envola comme le poisson vole à travers l'eau parmi les affreux polypes qui tendaient vers elle leurs bras et leurs doigts flexibles. Elle vit comme chacun tenait quelque chose qu'il avait attrapé. Des centaines de petits bras le maintenaient comme de solides liens de fer. Des naufragés qui avaient sombré jusqu'en ces profondeurs apparaissaient, squelettes blancs dans les bras des polypes. Ceux-ci étreignaient des gouvernails, des squelettes d'animaux terrestres et, ce qui fut presque le plus épouvantable pour elle, une petite sirène qu'ils avaient capturée et étouffée. Elle arriva alors à un grand espace visqueux dans la forêt où s'ébattaient des couleuvres d'eau, grandes et grasses, en montrant leur répugnant ventre jaunâtre. Au milieu de cet espace se dressait une maison faite de blancs ossements humains échoués. C'est là que siégeait la sorcière de la mer qui faisait manger un crapaud dans sa propre bouche comme font les humains pour donner du sucre à un petit canari. Ces affreuses et grasses couleuvres d'eau, elle les appelait ses petits poussins et elle les laissait se vautrer sur sa vaste poitrine spongieuse. « Je sais ce que tu veux, » dit la sorcière de la mer. « C'est stupide de ta part. Tu feras à ta volonté tout de même car il te mettra dans le malheur, ma charmante princesse. Tu voudrais bien te débarrasser de ta queue pour avoir la place de moignons sur lesquels marcher comme les humains, afin que le jeune prince s'éprenne de toi et que tu puisses l'obtenir lui et une amie mortelle. » Ce disant, la sorcière eut un rire si bruyant et si laid que le crapaud et les couleuvres tombèrent par terre où ils se vautrèrent. « Tu arrives au bon moment, » dit la sorcière. « Demain, quand le soleil sera levé, il aura fallu une année entière avant que je puisse t'aider. Je vais te préparer une boisson avant que le soleil se lève. Tu vas nager jusqu'à terre et l'emporter, tu t'assoiras au bord et tu la boiras. Alors, ta queue se divisera et se rétrécira pour donner ce que les hommes appellent de jolies jambes. Mais cela fait mal. C'est comme si une épée acérée te transperçait. Tous ceux qui te verront diront que tu es la plus délicieuse enfant d'un homme qu'ils aient vu. Tu conserveras ta démarche dansante. Aucune danseuse ne pourra marcher en se balançant comme toi. Mais à chaque pas que tu feras, ce sera comme si tu marchais sur un couteau tranchant qui ferait couler ton sang. Ah, veux-tu souffrir tout cela et que je t'aide ? Oui, dit la petite sirène d'une voix tremblante en pensant au prince et à l'ami mortel qu'elle gagnerait. Mais rappelle-toi, dit la sorcière, dès que tu auras pris forme humaine, tu ne pourras plus redevenir sirène. Jamais tu ne pourras descendre à travers l'eau jusqu'à tes sœurs et au château de ton père. Et si tu gagnes pas l'amour du prince, de sorte que pour toi, il oublie père et mère, dépende de toi de toute sa pensée, et fasse que le pasteur unisse vos mains pour que vous deveniez mari et femme, alors tu n'auras pas d'ami mortel. Le lendemain matin du jour où il en aura épousé une autre, ton cœur se brisera et tu deviendras écume sur l'eau. « Je le veux, » dit la petite sirène.
pâle comme une morte. « Mais il faut me payer, moi aussi, dit la sorcière. Et ce que je réclame, ce n'est pas peu de choses. Tu as la plus délicieuse voix de tous ceux qui sont ici au fond de la mer. Tu crois sans doute que c'est par elle que tu l'enchanteras, mais cette voix, tu vas me la donner. Je veux le meilleur de ce que tu possèdes pour ma précieuse boisson, car c'est mon propre sang qu'il faut que j'y mêle pour que cette boisson soit âpre, comme une épée à double tranchant. Mais si tu prends ma voix, dit la petite sirène, que me restera-t-il? Oh ben, ta ravissante personne, dit la sorcière. Ton allure dansante et tes yeux éloquents, cela suffit pour ensorceler un cœur humain. Eh bien, as-tu perdu courage? Tends-moi ta petite langue que je la coupe pour paiement, et tu auras la puissante boisson. Soit, dit la petite sirène, et la sorcière installa sa marmite pour faire bouillir la boisson magique. La propreté est une bonne chose, hein, dit-elle en récurant la marmite avec les couleuvres dont elle avait fait un nœud. Puis, elle s'égratigna la poitrine et fit dégoûter son sang noir. La vapeur prit les formes les plus étranges, il y avait de quoi être terrifié. À chaque instant, la sorcière mettait de nouvelles choses dans la marmite, et lorsque ce fut bien bouillant, on eût dit des larmes de crocodile. Enfin, la boisson fut prête. Elle avait l'aspect de l'eau la plus pure. « Voilà !» dit la sorcière en tranchant la langue de la petite sirène qui, maintenant, était muette et ne pouvait ni chanter ni parler. « Au cas où les polypes voudraient t'attraper quand tu traverseras ma forêt, dit la sorcière, jette-leur une seule goutte de ces boissons, leurs bras et leurs doigts partiront en 1000 morceaux. » Mais la petite sirène n'en eut pas besoin. Les polypes, effrayés, reculèrent devant elle en voyant la boisson lumineuse qui luisait dans sa main comme si c'était une étoile scintillante. De la sorte, elle eut bientôt traversé la forêt, la tourbière et les tourbillons grondants.